mais faites surtout attention, c'est avec, les crises hypoglycémiques qui peuvent, être réactionnelles à ça. Terrible. On le digère mal, on ne sait pas aussi comment on digère tous les additifs qu'il peut y avoir dedans. Donc c'est vrai que je conseille plutôt d'aller dans un ce qui va le mieux marcher d'un point de vue motivationnel, ça va surtout être de voilà, mais du coup, comme il n'est facultatif, il y a de nombreuses marques qui l'ont retiré Mmh. et pourtant on avait observé que, ça paraît «bête» entre guillemets à dire, mais c'est un moment où on se vide un petit peu la tête et il y a beaucoup de choses, à prendre un peu plus à la légère et moins au pied de la lettre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la glycémie. Ça fait un certain temps quand même qu'on n'a pas fait de nouvelle interview et pour cette nouvelle interview, j'ai le plaisir de recevoir, Salomé Olivera. Salomé, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Salomé? Ça va très bien et vous? Eh ben, ça va bien. Franchement, merci de votre temps, de pouvoir, prendre le temps de répondre à quelques questions qui, je pense vraiment vont aider beaucoup de personnes, qui vont suivre cette interview et sans plus de temps, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, Salomé. Dites-nous qui êtes-vous, Salomé? D'accord et bah, du coup, moi, je m'appelle Salomé Olivera, je suis diététicienne nutritionniste depuis maintenant 3 ans, c'est ça. Le temps passe très vite. Hem et du coup, j'ai pu exercer dans différentes structures et du coup voir différentes, prises en charge, de manière globale pour différentes pathologies et notamment pour le diabète, dans 3 structures différentes et depuis peu, enfin depuis bientôt 1 an maintenant, je suis diététicienne pour un hôpital de jour, donc pour, la clinique de Villecresnes et je suis également, intervenante, dans la création de contenu santé, mais également je réalise des consultations à distance avec une entreprise qui travaille en collaboration avec des mutuelles. D'accord, OK, très bien. Vous savez quoi, Salomé, moi, je m'étais arrêté à l'hôpital de jour quand on s'était rencontrés, parce que j'avais fait un hôpital de jour justement à la clinique de Villecresnes et c'est dans ce cadre-là que je vous avais rencontré. J'avais bien aimé votre approche Ouais. un petit peu sur la nutrition et notre manière, en tout cas, d'amener les choses, mais je ne savais pas que vous aviez tout ce panel, en tout cas, à à votre disposition. D'accord, très Ouais. bien, bah, très intéressant, OK. Je vous ai fait venir aujourd'hui, Salomé, pour qu'on déconstruise certaines choses et que je pense que on n'aurait même pas pu appeler ça une interview, même une discussion. Je pense que c'est plutôt une masterclass. Parce que effectivement, ah bah oui, c'est une masterclass Ah parce que bah oui, oui. effectivement, on a préparé un certain nombre de questions. En tout cas, je vous ai soumis un certain nombre de questions Oui. et je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Et je vais commencer Oui. par la toute première. La toute première question, ça serait de vous demander, par rapport on sait on est diabétique, en tout cas la plupart des gens qui vont suivre cette vidéo ont du diabète. Est-ce que le sucre est-ce que c il n'y a que le sucre qui a un tel impact sur le diabète, Salomé? Alors du coup, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pendant longtemps, on diabolisait beaucoup le sucre de manière générale. On disait pas manger trop de sucre, sinon on allait devenir diabétique et cetera et en fait, il y a pas que le sucre qui va rentrer en compte et notamment dans notre société actuelle avec beaucoup d'ultra transformation et cetera, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de sucre caché, de matières grasses cachées, puis il y a l'air aussi enfin, il y a l'environnement de manière générale. Il peut y avoir aussi des facteurs, familiaux, héréditaires, auxquels, forcément enfin, on ne va pas avoir beaucoup de main là-dessus. Oui, Mais, d'un point de vue alimentaire, c'est vraiment il faut le voir plus de manière générale. Le sucre, bien sûr, va faire monter la glycémie. Ça j'imagine, qu'on vous a répété ça plusieurs fois. Mais, il y a bien sûr, beaucoup d'autres facteurs, qui vont rentrer en compte, comme la vitesse d'absorption, comme, comment l'associer, si on ajoute des protéines, des matières grasses, des fibres, donc, le sucre est plus, l'élément qui va faire monter la glycémie d'un oui, point de vue prise de sang plutôt. Moi, je le verrais plus comme ça et je le vulgariserais plus de la sorte. d'accord. D'accord, oui, on se disait bien que là-dessus, oui, il ne pouvait pas y avoir que le sucre qui avait un tel impact sur le diabète et vous savez, on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup
de régime ou bien même de choses. Et il y a certaines personnes qui prennent la décision, bah, justement, de supprimer le sucre, en fait. Pas les glucides, mais le sucre. Donc, est-ce qu'il y a un vrai impact euh, sur la suppression de sucre dans son alimentation? Qu'est-ce que ça apporte, en fait? Alors, ça va plus avoir des effets négatifs que positifs au final, puisque, on a de nombreuses cellules qui sont glucodépendantes. Donc c'est-à-dire qu'elles vont être vraiment, dépendantes du glucose, donc notamment notre cerveau. Mais on va avoir, également, les muscles, et ça va être, un constituant quand même, dans la majorité de notre organisme. Donc en fait, réaliser un régime sans sucre, même si c'est pas forcément sans glucides, peut quand même avoir des effets néfastes, sur ce point-là. Et puis après, ben, on va pas se le cacher, que, c'est déjà quelque chose, avec lequel on vit au quotidien. Si on veut pas se faire plaisir un petit peu de temps en temps, c'est la vie devient tout de suite un peu moins fun, hein. Ah oui, non, c'est clair. Et tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez évoqué une notion qui est la vitesse d'absorption. Ce qui me permet de vous demander aujourd'hui, enfin, c'est quoi la différence vraiment entre on parle d'IG bas, donc d'indice glycémique bas, et d'IGO, bien évidemment, mais c'est quoi la différence entre un indice glycémique et une charge glycémique, justement? Oui, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, on voit aussi beaucoup circuler la charge glycémique, et en fait, l'index glycémique en lui-même, c'est la vitesse d'absorption d'un aliment qui va contenir des glucides, donc la vitesse d'absorption, d'un glucide. Mais, on va pas prendre en compte réellement la portion qu'on va manger. Ça va plus être donné de manière générale. On va savoir que 100 grammes de sucre, va avoir un index glycémique haut, tandis que 100 grammes de pain va avoir un index glycémique, variable selon le pain choisi. La différence, c'est vraiment que la charge glycémique, elle, elle va prendre en compte la portion qu'on va consommer. Donc ça revient un petit peu à justement l'exercice de comptage des glucides, qu'on peut faire en hôpital de jour ou même en hospitalisation tout court, ou même avec, que ce soit avec le diabétologue ou le diététicien. Mais, ça revient un petit peu à ce principe-là de comptage où on se dit: «Je sais que, 50 grammes de pain va m'apporter tant de glucides, ça va me faire monter ma glycémie à tant et du coup je vais devoir adapter mon insuline, comme il s'ensuit». C'est peut-être, un peu plus précis du coup de parler de charge glycémique que d'index glycémique. D'accord. Ok, très bien. Et on voit justement que l'alimentation, je saurais pas dire, hein, je pense pas que ça soit une question vraiment à poser, quel est le plus important, l'alimentation ou le sport ou même la gestion du stress, mais par rapport à l'alimentation et la question que beaucoup de personnes se posent, est-ce qu'on peut inverser un diabète de type 2, je dis bien un diabète de type 2, en modifiant juste son alimentation? Parce que ça, c'est la grande question. On voit beaucoup de choses sur Internet. Oui, j'ai mangé de l'eucalyptus ou je sais pas quoi, j'ai inversé mon diabète, des choses comme ça. C'est quoi la vérité là-dessus? La vérité, c'est qu'un diabète, reste une pathologie chronique, qu'il soit diabète de type 1 ou de type 2. Donc par contre, vous faites bien de souligner bien sûr le type 2 puisque le type 1, comme, j'imagine, vous le savez, tous, va être, insulinodépendant. Mais d'un point de vue de diabète de type 2, il va y avoir une tendance à améliorer et équilibrer la qualité de vie. Mais, même si, votre, hémoglobine glyquée ou que votre glycémie va être, correcte et dans les normes, pendant 10 ans par exemple, on n'est jamais à l'abri que ça remonte. Que ce soit par, l'âge, des problèmes de santé autres qui vont forcément induire, un déséquilibre ou des choses comme ça. On va pouvoir l'équilibrer, du coup diminuer la dose de médicaments, mais on ne va pas forcément, guérir, miraculeusement, du diabète de type 2. Merci, merci de le redire, hein, Salomé, parce que il y a beaucoup de choses qui, bah, pour pas le citer, hein, sur Facebook qui tournent par rapport à ça, des choses que j'ai vues qui sont assez hallucinantes et ça donne espoir aux gens. C'est un petit peu dommage quand même, je trouve là-dessus. Et par rapport, encore une fois, à, à cette question d'alimentation, aujourd'hui, on le voit qu'on est beaucoup plus éduqué, on le sait, et je sais que Mmh. les diététiciens, les nutritionnistes, vous n'aimez pas trop ça, donc les gens ne font plus vraiment de régime, sauf certaines personnes qui y croient encore. Mais les gens ne font plus de régime, mais ils essaient d'être éduqués. Et justement, par rapport à ça, comment on fait quand on arrive au supermarché? Oui, bah, je vais à Carrefour avec mon petit caddie, hop, j'y vais. Et comment je fais pour lire lire les étiquettes nutritionnelles
pour les comprendre vraiment? Alors, bah, c'est vrai que d'un premier abord, quand on voit une étiquette, on se dit, bah, j'ai la liste d'ingrédients de ce côté-là, j'ai le Nutri-Score, j'ai les portions, il y a ça peut faire beaucoup d'informations. Moi, ce que je vous conseillerais le plus, c'est déjà de lire la liste d'ingrédients. Plus elle sera courte, mieux ce sera. Plus vous reconnaîtrez des aliments dedans, mieux ce sera aussi puisque ça va plus s'apparenter à par exemple, si c'est des gâteaux, par exemple, si vous retrouvez plus d'aliments que vous auriez pu mettre dans votre gâteau, ça s'apparenterait plus à un «gâteau maison» entre Mmh, guillemets que si vous retrouvez des émulsifiants, des acidifiants et cetera et autres, additifs alimentaires. Et après, vous avez du coup, également le tableau de valeur nutritionnelle. Donc, dans la majorité des cas, on va le retrouver pour 100 grammes ouais. et dans certains cas, on va avoir une portion recommandée par la marque. Je vous conseille surtout de vraiment comparer pour 100 grammes puisque, bah, une portion peut être 30, 60, 80 en fonction de vos besoins, en fonction de votre plaisir, en fonction de différents facteurs. Donc, je vous dirais plus de le comparer pour 100 grammes. Et ensuite, pour une personne diabétique, je vous dirais plus de faire attention sur les glucides, écart glucides et sucre et la ligne sucre, bien sûr. Ouais. La ligne sucre, elle va vraiment prendre en compte que les sucres rapides, que ce soit du saccharose, du fructose, du lactose, vraiment tous les sucres rapides, heu et les glucides, la ligne glucides va prendre en compte les glucides complexes, mais également les glucides simples. Du coup, en fait, la seule chose qu'il faudra faire, c'est une petite opération de voir, le total moins les sucres et essayer de s'imaginer est-ce que, ça va me rassasier suffisamment si j'ai moins de sucre dans ce paquet-là? D'accord. Si on compare par exemple 2 sablés, si j'ai, 28 grammes de sucre dans l'un et 22 grammes dans l'autre, peut-être privilégier le 22 plutôt que le 28 qui va être, peut-être un peu trop élevé. D'accord. Mais, OK, ça c'est assez intéressant. Mais lorsqu'on fait nos courses aussi, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont sorties aujourd'hui qui ont un aspect marketing, qui nous disent, 0 sucre ajouté, vous savez, toutes ces choses-là. Comment Mmh. on peut reconnaître les aliments ou les boissons qui sont mauvais pour notre santé, qui sont vraiment les plus trompeurs? Les choses qu'on pense, je dirais même des faux amis un petit peu, les aliments qui sont faux des faux amis par rapport à notre Oui, glycémie. ceux qu'on pourrait avoir tendance à justement choisir plutôt qu'un autre en se disant: «Ça, c'est mieux pour ma glycémie» ou «Ça, c'est mieux pour mon poids» de manière générale. Hem, il y a pas de réel aliment à bannir. Déjà ça, je préfère le redire, mais disons que, il va être préférable de privilégier un produit réellement sucré plutôt qu'un produit édulcoré. Donc là, sur le Mmh, marché maintenant, on a voilà les gâteaux zéro sucre, les gâteaux, riches en édulcorants, on va avoir, les boissons édulcorées, hem, les boissons zéro sucre et cetera. On peut même retrouver les sirops d'ailleurs maintenant. Heu, L'idée, c'est plus de vous dire que, quand vous donnez un goût sucré à votre bouche, votre bouche va envoyer un signal en disant au cerveau, «Moi j'ai reçu du sucre, il va falloir prévoir le coût dans l'organisme» et du coup, va y avoir différents signaux et du coup, il va envoyer, de l'insuline. Si vous n'avez apporté que des édulcorants qui ne vous apportent pas d'énergie, pas de sucre, une fois qu'il sera digéré, le cerveau aura du coup envoyé, de l'in enfin le cerveau, l'organisme aura envoyé du coup de l'insuline «pour rien» entre guillemets mmh, et il y a un risque d'hypoglycémie ou un risque, de fringales plus tard. C'est d'ailleurs le processus qu'on appelle hypoglycémie réactionnelle. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on va toujours vous demander de privilégier un produit réellement sucré, que ce soit des sablés ou un soda ou un jus. Il y aura plus de plaisir parce que en bouche, vous aurez un réel goût, plus intéressant, qui des fois n'est pas non plus, détérioré parce que, par exemple, si vous prenez quelque chose à base de stevia, on peut retrouver un petit goût anisé qui va dénaturer un peu le produit choisi au début. Et et du coup, vous ressentirez aussi plus de plaisir et d'un point de vue organisme, lui, il va pouvoir réellement, digérer de la bonne manière, envoyer les bons signaux et se retrouver aussi un petit peu dans cette idée et puis, bah, comme pour rebondir un petit peu avec la première question qu'on a évoquée, c'est la deuxième pardon, c'est on a aussi des cellules qui sont glucodépendantes. mmh, Donc du coup, on va vraiment répondre à leurs besoins avec un réel produit, sucré, que ce soit un gâteau ou une boisson. d'accord. OK, et vous avez évoqué, les fringales, en fait.
Là, on est toujours en train de faire nos courses et j'ai remarqué que l'erreur qu'on fait est quelque chose qui est un petit peu connu, c'est qu'il faut pas faire les courses le ventre vide. Mais comment justement on gère ça? Parce que parfois, enfin, il y a des gens qui ont, je sais pas, au-delà des courses, ils ont pas faim le matin. Ils ont pas faim le matin et on va avoir faim vers 10 h 11 h et ah bah tiens, il y a des BN, il y a des granolas, enfin je vais manger tout ce qui va me tomber sur la main. Comment on peut gérer ça et aussi gérer dans l'après-midi les collations? L'idée, c'est plus de voir une collation comme un petit déjeuner. Donc c'est-à-dire que dans un petit déjeuner, on vous recommande d'avoir quelque chose qui va vous rassasier, donc un produit céréalier, que ce soit du pain, des biscottes, des céréales. L'idée, c'est aussi d'avoir, quelque chose qui vous apporte des protéines, donc idéalement un produit laitier parce que, bah, comme ça permet de le caler dans la journée, comme c'est quelque chose qu'on a un peu, du mal à respecter, en recommandation. Mais, mais sinon ça peut être aussi bien un petit déjeuner salé avec, enfin une collation salée avec un type, petit sandwich, une petite viande ou un œuf. Mais, pour prévenir ça, moi, ce que je conseille beaucoup, c'est de préparer à l'avance des collations ou d'avoir des choses rapides à faire sous la main. C'est-à-dire que, si vous avez justement du pain en tranches, des œufs, bah, par exemple des œufs durs qui peuvent se conserver facilement 2 jours, au frigo, si vous avez, du fromage ou des choses comme ça peut vous aider à faire des collations rapides à préparer, saines, simples à simples à manger, bonnes en goût, avec des produits bruts bien sûr à privilégier. Et puis après, bah, si de temps en temps vous voulez vous faire plaisir avec des BN ou des granolas, il y aura pas de souci là-dessus. Mais, l'idée c'est plus d'essayer de se dire: «Ça sera un produit sucré, donc je vais essayer de le contrebalancer avec quelque chose qui va essayer de diminuer l'absorption du sucre, qui va être très rapide et qui peut me donner faim, justement, avec l'hypoglycémie réactionnelle un peu plus tard». Bah, par exemple avec un produit laitier toujours, un verre de lait ou, un produit laitier en général, c'est ce qui marche le mieux et ce qui s'associe le mieux aussi. Ouais. Mais, Salomé, je pense à quelque chose qu'on n'a pas évoqué. J'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que en tant que diabétique ou même, les personnes qui souffrent d'obésité, les personnes qui sont en surpoids la société d'une manière générale, l'alimentation a une lutte acharnée contre le marketing? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que vous dites, ramener un petit peu sa tranche de pain complet et tout ça au bureau, se faire une petite collation, un petit déjeuner. Mais je ne sais pas, une entreprise X va sortir un super produit, 0 d'œufs, gluten free, protéines super hautes et tout ça et ça va être super marketé, ça va passer à la télé et bah, moi je suis Jean-Michel, je regarde la télé, je me dis: «Mais attends, moi je suis diabétique, c'est super ça, c'est super pratique et tout». Au lieu de la diététicienne, elle m'a dit: «Ouais, tu prends tes tranches de pain pas complet». Enfin bon, c'est un peu galère, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Il y a pas une lutte entre l'alimentation, la nutrition et le marketing aujourd'hui et cette lutte-là, elle est vraiment plus gagnée par le marketing, par l'image, Instagram d'une manière Ouais. générale. Ah oui, c'est une lutte un petit peu parce que, bah, moi je prends souvent l'exemple aussi de l'huile de coco qui était très encensée, il y a quelques années par tous les influenceurs, de sport ou pas forcément de sport, qui disaient de tout cuisiner avec l'huile de coco qui est forcément génial et cetera. Mais en fait, l'huile de coco est aussi grasse qu'une autre huile. Ça revient un peu au même et je pense qu'il y a un peu, voilà, cette petite lutte, on peut le retrouver justement notamment avec le Nutri-Score qui évolue dans le bon sens puisque, bah, depuis le 1er janvier 2024, il prend en compte les édulcorants. Donc ça, c'est déjà une grosse avancée. Donc, nous, diététiciens, on est très contents de ça. Mais, du coup, comme il n'est facultatif, il y a de nombreuses marques qui l'ont retiré Mmh, et et pourtant on avait observé que, bah, les produits Nutri-Score A ou B avaient une meilleure consommation, une meilleure vente que les produits, Nutri-Score D ou E. Donc c'est vrai que ça permettait à la population d'améliorer leur consommation sans forcément, bah, prendre le temps ou prendre l'argent pour aller voir un nutritionniste, un diététicien ou autre et et disons que sur ce point-là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on va essayer de nous lutter contre des idées reçues, qui sont ancrées, dans le quotidien depuis tellement longtemps et bah, notamment les féculents qui font grossir le soir. mmh, Celle-ci est beaucoup ressortie et donc nous, bah, en tant que diététiciens, qui prônons qui voulons vraiment,
insister sur le plaisir alimentaire, le fait de s'écouter et cetera, c'est compliqué d'arriver après et d'essayer de «se faire entendre» entre guillemets et de faire comprendre surtout que, bah, on sait quand même de quoi on parle, on connaît un petit peu le sujet quand même. On ne dit pas des choses, au hasard donc après je ne dis pas que tout ce qui est sur internet, Et mauvais. est faux, mais disons qu'il y a beaucoup de choses, à prendre un peu plus à la légère et moins au pied de la lettre. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on vit dans une époque assez, assez particulière et c'est pour ça que je voulais évoquer avec vous ça, ce point-là parce que c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours, diabétique ou pas même, hein, on peut ouvrir Oui. ça de manière générale. C'est quelque Oui, oui, chose oui, qu'on retrouve. on retrouve, bah, dernièrement, on retrouve de plus en plus les crèmes protéinées qui permettent de faire une collation équilibrée, très rapide, machin, Ouais, mais au final, quand on regarde la composition, bah, elle a une liste d'ingrédients qui fait la taille d'un bras. Elle va se retrouver aussi avec un goût qui est pas forcément génial, on va quand même pas se mentir là-dessus ouais, et hem et moi, c'est vrai que c'est sur ça que j'insiste le plus, c'est vraiment le goût. Donc j'ai pas mal de personnes, hein, qui m'ont déjà dit: «Oui, mais moi je mange ça par habitude, je mange ça parce que, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque», et je leur dis: «Prenez le temps vraiment d'apprécier ce que vous mangez et est-ce que vous prenez réellement plaisir à manger cette crème protéinée ou est-ce que vous prendriez plus plaisir à manger un morceau de fromage avec un peu de pain à ce moment-là de la journée?» Et bah, spoiler alert, c'est plus le morceau de pain avec le morceau de fromage qui gagne, hein, en général. ouais, forcément. Ouais. C'est pas évident, c'est pas évident tout ça dans cette lignée aussi, il y a l'alcool. En France, on va parler de la France, parce que je ne sais pas comment ça se passe en Bulgarie ou autre, il y a une consommation d'alcool. Je ne veux pas dire une grosse consommation d'alcool, mais il y a une consommation d'alcool. Et aujourd'hui, quel est l'impact vraiment des boissons alcoolisées sur la glycémie? Et c'est quoi les recommandations, en tout cas vos recommandations à vous en la matière? Se dire que non, je suis diabétique, on va en soirée, ou bien je peux pas boire de vin parce que je sais que ça va faire monter ma glycémie. C'est quoi un petit peu votre avis là-dessus? Hem, Moi, je suis vraiment partisan ne pas essayer de s'isoler dans des moments, conviviaux de la sorte. Justement, si on est invité chez des amis, autant prendre ce verre d'apéro, qu'on nous a proposé. Mmh, Le tout, c'est vraiment de faire attention à la quantité qu'on va prendre. Si on prend, 2-3 verres, là, ça commence à peut-être être un peu, imposant. Mais si on n'en prend qu'un et bien sûr, moi j'insiste aussi un petit peu là-dessus, ça va peut-être paraître hors sujet pour certaines personnes, mais hydratez-vous aussi en même temps que vous avez ce verre d'alcool. 1 verre par repas, ça n'a pas d'impact puisque ça n'a presque pas d'impact sur votre glycémie puisque vous aurez mangé avec. Donc du coup, vous aurez créé un bol alimentaire avec ce verre d'alcool. Si on est à plus de 2 verres dans une soirée, on remarque de plus en plus d'hypoglycémie au réveil mmh, ou dans la nuit. Ça dépend des personnes, et de leur tendance hypoglycémie, mais c'est vrai qu'à plus de 2 verres, on peut remarquer des hypoglycémies, nocturnes ou au réveil, donc vraiment, rester entre 1 et 2 verres, ça serait les recommandations. Après ce qu'il faut, c'est aussi, ne pas en prendre tous les jours, donc c'est vrai que, maintenant on a des recommandations, voilà, pas plus d'un verre et pas tous les jours, je crois que c'est ça la phrase. mmh, oui, Mais, mais 1 à 2 verres dans une soirée quand on a fait un bon repas, ça n'a presque pas d'impact. Ou alors sinon ça va légèrement monter si vous avez pris 2 verres, mais faites surtout attention, c'est avec, les crises hypoglycémiques qui peuvent, être réactionnelles à ça. Et c'est oui. aussi pour ça que j'insiste sur l'hydratation pour, éviter de prendre plus que ce qu'on aurait tendance, à boire. J'avais une autre interrogation pour vous, c'est de savoir un petit peu, OK, on a du diabète, mais la vie ne s'arrête pas qu'au diabète. On travaille à côté, on est père de famille, mère de famille, enfin voilà, on a des responsabilités, des engagements. Et comment on peut maintenir une alimentation vraiment qui est équilibrée au sens diététique et même santé du terme, avec un emploi du temps qui est surchargé des obligations? Parce que très franchement, voilà, je sors le matin, il est super tôt, je rentre chez moi, il est super tard. La pizza, c'est bon, hein, Salomé, hein, quand même aussi, hein. J'ai plus envie de manger une pizza que manger des côtelettes avec du riz et enfin voilà. Comment on peut gérer tout ça?
Alors, bah, déjà, il faut savoir que la pizza, c'est un réel phénomène, observé chez les personnes, chez les personnes diabétiques et qu'on arrive vraiment à retrouver sur les courbes, notamment les personnes qui sont sous pompe à insuline où on peut retracer toutes leurs courbes, au besoin et c'est réellement quelque chose qu'on observe, d'assez flagrant et qu'on peut facilement reconnaître, parce qu'en général, on a un rebond de glycémie à peu près 1 h 30, 2 heures après le repas. Donc c'est très marrant que comme par hasard, vous choisissiez la pizza. Mais moi, la meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est surtout d'être un maximum organisé. Vraiment, bah, comme on pourrait dire, bah, je sais que, mon fils, il a, judo à 17 h et que ma fille, elle a danse à 17 h 30. Il faut que je m'organise et cetera. L'idée, c'est d'essayer de peut-être mettre en place soit un planning, déjà, soit un planning, soit si vous trouvez que c'est un petit peu trop restrictif, on peut partir sur l'idée de créer des menus. Moi, je sais que j'aime bien conseiller de le faire en famille. Oui, Pour, justement impliquer tout le monde dans cette cause et déjà pour, éduquer un maximum, les enfants, d'un point de vue alimentaire. Parce que, le diabète a de nombreux inconvénients, mais l'avantage alimentaire, si je puis dire ça comme ça, c'est que l'un des plus grands conseils, c'est d'avoir une alimentation équilibrée comme tout le monde. oui, Donc sur ça, si jamais vous prenez, voilà, un peu de protéines, un peu de féculents et un peu de légumes, bah, c'est ce qu'on conseillerait à tout le monde, même les enfants. Donc dans l'idée, c'est si vous faites un menu, il sera adaptable à tout le monde. Après, c'est juste les goûts et les couleurs qui vont être un petit peu différentes. C'est surtout ça. Mais d'un point de vue organisationnel, moi, c'est vrai que je conseille beaucoup soit de préparer à l'avance. Donc soit je me dis: «Bah, le dimanche, je fais un batch cooking jusqu'au mercredi», sauf que ça peut, rebuter certaines personnes, ce que je peux comprendre aussi. Soit on peut se dire, voilà, j'ai des choses rapides à la maison au cas où. Ce jour-là, je oui, suis un petit peu dans le rush, ce jour-là, je rentre un petit peu plus tard, j'ai eu une réunion qui s'est un petit peu éternisée ou et donc tout à l'heure, justement, j'en ai évoqué certains, mais on va retrouver, bah, voilà, tout ce qui va être œufs, jambon, les dés de lardon, les dés de bacon qui sont plutôt maigres et qui sont faciles à faire, les tranches de saumon, les tranches de truite, qu'on peut retrouver très facilement, qui demandent pas beaucoup de préparation, qui peut même donner un côté ludique au repas puisque, si vous partez justement sur des repas, à composer comme ça va être un petit peu, bah, moi je veux un petit peu de saumon, je peux vouloir un petit peu de jambon, les enfants ça peut les amuser un petit peu. Hem, Avoir des légumes surgelés aussi, avoir, toujours ça, sous la main pour, voilà se dire, «Même si j'ai pas de courgettes, dans mon frigo, je sais que j'en ai au congélateur, j'ai juste à les passer au micro-ondes ou, 5 minutes à la poêle et c'est puis ce sera fini» oui, et et après, c'est vrai que c'est le plus gros, en fait, c'est d'avoir des choses à l'avance, rapides à faire. Je oui. pense que c'est le plus gros. Après, il faut surtout avoir en tête, voilà, la structure d'une, heu, d'une assiette équilibrée. Vous avez dit la structure d'une Donc assiette on équilibrée, c'est ça? recherche un petit peu de féculents parce que, bah, le diabète en a besoin et que l'organisme en a besoin. Féculents, les légumes, ça vous donne des fibres et on va trouver une source de protéines qui est souvent, que ce soit, des féculents, type batterie, semoule, pommes de terre ou des légumes secs qui peuvent être intéressants parce qu'ils sont plus riches en fibres, qui se font très rapidement aussi. Ça peut être aussi du pain. Sur certains repas où c'est vraiment le rush, ça peut être aussi un morceau de pain, même si c'est, 80 grammes, 90 grammes de pain, au moins ça va vous tenir au corps. Oui, Plus après, voilà, les légumes en fonction de votre faim, en fonction, de ce que vous avez aussi dans le frigo, de ce que vous avez dans vos placards. Ça peut être soit du cru, ça peut être soit du cuit, ça peut être des soupes, ça mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir en tête que les légumes, ça va vous permettre d'éviter de trop «abuser» entre guillemets en quantité sur les féculents et risquer une hyperglycémie après repas. d'accord, OK. Oui, oui, tout ça, c'est vrai que quand on a un emploi du temps qui est assez chargé, ça peut être assez compliqué et le maître mot, oui, c'est l'organisation. On n'a pas de toute façon, il y a pas vraiment le choix. C'est c'est ça et puis disons qu'avec les aliments rapides à faire, c'est un peu, la «triche de l'organisation» entre guillemets puisque Mmh. du coup ça prendra peut-être 5 minutes à faire.
et majoritairement, ce sera surtout 5 minutes à sortir des placards les choses. Mais ce sera plus rapide à mettre en place, et pour vous et pour, un enfant et pour une personne seule et pour une personne, qui vit en famille, vraiment, c'est très polyvalent, en fait. OK, OK. Maintenant, au-delà du côté, on est très occupé, il y a un paramètre que beaucoup de personnes qui ont du diabète, ne prennent pas en considération, c'est le stress, qui est un facteur de fluctuation de glycémie. Mais comment, du coup, on peut gérer ce stress-là qui est dû déjà à la maladie, aux responsabilités familiales, en plus de ça, il y a les responsabilités, professionnelles. Enfin, le stress aujourd'hui dans nos sociétés, il est partout. On voit des gens qui font des burn-out, qui sont dans des choses, vraiment très compliquées. Comment on gère un petit peu tout ça? Quelle stratégie on peut utiliser vraiment pour, gérer le stress? Moi, ce que je conseille à tout le monde et ce que je conseille énormément, c'est d'avoir une activité à soi. C'est-à-dire que qu'on vive seul ou qu'on vive, avec, 2 enfants, le tout, c'est de retrouver un moment où on peut souffler tout seul dans son coin. Ça peut passer par différents facteurs, ça peut être, soit tout simplement une séance de sport, une séance de renforcement musculaire, une séance de yoga et cetera. Soit, ça peut être, enfin, je sais que je conseille beaucoup les mots fléchés, les coloriages. Ça paraît «bête» entre guillemets à dire, mais c'est un moment où on se vide un petit peu la tête et on pense pas au stress parce qu'on va être occupé à faire quelque chose. On va être occupé avec les mains, on va être occupé avec la majorité de nos 5 sens, voire même presque tous les sens puisqu'à part le goût, en tout cas ils sont tous monopolisés. Mais je conseille vraiment beaucoup d'avoir, voilà, ce petit temps pour soi, même si c'est pas tous les jours, au moins, 2-3 fois par semaine, histoire de souffler, se retrouver dans sa bulle, même si c'est que 20 minutes, même si c'est 10 minutes, d'avoir un moment pour souffler et évacuer un maximum de stress, sur une courte période. Ça peut être aussi, tout simplement des puzzles, de la peinture, je sais que certaines personnes, c'est cuisiner aussi qui va les faire déstresser. Ouais. Mais le stress maintenant, oui, est très 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 quotidien et très partie prenante de la société, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué et maintenant heureusement il y a beaucoup de manières, de l'évacuer et après c'est plus, trouver sa façon de le faire donc Et du coup, Salomé, comment on peut, adapter son régime alimentaire? D'accord, il faut s'organiser et tout, mais il y en a qui sont commerciaux, il y en a qui font des boulots où ils peuvent pas forcément, vraiment bien manger. On va manger des sandwichs triangles qui font super mal au ventre ou on va être parfois beaucoup en déplacement. Comment on fait pour adapter son régime alimentaire? Et je dis pas je dis bien son régime alimentaire, pas son régime alimentaire à à la vraie vie, en fait. Parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. exactement, hein, tout ce que je dis bien sûr c'est beaucoup de théorie donc après il y a beaucoup d'expériences de différentes personnes qui m'ont permis de dire tout ça, mais c'est vrai que la pratique est beaucoup plus compliquée puisque trouver son rythme à soi, qui nous convienne d'un point de vue, maladie, digestif, psychique et cetera, c'est très compliqué. Mais après, disons que, j'en reviens un petit peu à l'assiette équilibrée, mais si on arrive à toujours garder ça en tête, on peut facilement arriver à varier. C'est-à-dire qu'un sandwich, on pourrait l'adapter et l'équilibrer. Vous voyez, si vous prenez par exemple un sandwich, thon crudité par exemple, on va avoir les féculents avec le pain, on va avoir la source de protéines avec, le thon ou les œufs et on va avoir, la source de légumes, et de fibres avec, les crudités qu'il va y avoir dedans. Il y en a même certains, on va même pouvoir retrouver carrément le produit laitier directement dans le sandwich, donc comme ça, il y a vraiment l'intégralité presque du repas. Mais que ce soit, c'est vrai que comme vous dites, en fait, le sandwich triangle, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux puisque, on le voit, hein, ça fait la digestion est pas terrible, on le digère mal, on sait pas aussi comment on digère tous les additifs qu'il peut y avoir dedans. Donc c'est vrai que je conseille plutôt d'aller dans une boulangerie à la rigueur pour prendre un vrai pain qui croustille, qui est plus agréable en bouche, qui a plus de mâche. Hem et après pour tout ce qui va être restaurant, moi ce que je conseille beaucoup, notamment aux commerciaux justement, qui font, très régulièrement des repas
des repas d'affaires, Oui. c'est de varier un maximum. C'est-à-dire que j'ai déjà eu certaines personnes qui me disaient: «Oui, bah, du coup tous les jours je mange steak frites». Oui, sauf qu'après au bout d'un moment on n'a plus le même plaisir non plus de le Mmh. manger, ça devient presque une habitude, c'est une routine. Hem, Disons que si vous preniez steak frites le lundi, poulet rôti avec ses petits légumes le mardi, le poisson avec la purée le mercredi, c'est plus agréable, il y a moins cette monotonie, ça fait plus de variations de couleurs, plus de variations de goût. Heu, donc vraiment l'idée, c'est vraiment de varier au maximum. Dès qu'on peut changer un petit peu de goût, un petit peu Ouais, de couleur aussi, moi vraiment j'insiste beaucoup, mais la couleur dans l'assiette, ça va vraiment, ça donne jouer envie. énormément sur le plaisir, mais aussi sur, voilà, ça donne plus envie. Mmh. D'accord, d'accord, oui, donc on peut quand même s'organiser quand on est commercial, sur la route, à faire des longues distances, pour éviter de manger, ces sandwichs triangles, Bien sûr. et hem et du coup, C'est oui? après il y a oui, allez-y. Non, non, allez-y. Non, 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 mais non, non, dites-moi, Non, j'allais juste dire que, bah, souvent quand on va retrouver les sandwichs, on peut retrouver d'autres choses aussi, comme, voilà des salades de pâtes, on peut mmh, retrouver, bah, des frappes ou des quiches ou il y a aussi moyen de, voilà, de varier autrement, autre texture, autre goût, donc c'est plus sur ça en fait. L'étalage peut être assez important. oui, c'est vrai, et du coup, par rapport, on parlait d'un commercial ou bon, peu importe, d'une personne qui est en activité professionnelle, bah, cette personne-là, elle a du diabète. Bah, elle va vieillir. Elle va vieillir, elle va vieillir et on va travailler apparemment pour pas mal de temps encore. On va travailler pour pas mal de temps et comment on peut adapter quelque part ses habitudes alimentaires, ses habitudes saines, hem pour ne pas avoir trop de complications, en fait, parce que ce qu'on essaye, vous m'arrêtez si je me trompe avec le diabète, vraiment ce qu'on essaie à tout prix d'éviter, on a du diabète, OK, mais ce qu'on veut éviter, c'est les complications. Mais avec le temps, Ouais. les doses d'insuline vont commencer à monter un petit peu, on va perdre du muscle, enfin, il y a beaucoup de choses. Et comment, en fait, on s'adapte un petit peu, niveau en tout cas de l'assiette, quand on commence à vieillir avec, bah, toujours, enfin voilà, concrètement, j'ai 56 ans, non pas que les personnes de 56 ans soient vieilles, mais elles ont déjà fait une bonne partie de leur carrière professionnelle. Elle est personne, elle a 56 ans, elle est diabétique, je sais pas, elle est peut-être commerciale encore et tout, et comment elle fait pour adapter ses habitudes alimentaires? Hem Là, ça peut être un petit peu plus compliqué à adapter parce que justement, c'est des habitudes qui vont s'ancrer avec le temps. Donc c'est sûr que plus on va s'approcher de vers la fin de carrière, plus ça va être difficile à casser les habitudes qu'on a pu prendre Mmh, durant les 30 ou 40 ans qu'on a déjà travaillé. Hem, mais bah, c'est un peu tout bête à dire, mais du moment qu'on équilibre, moi, ce que je conseille aussi, c'est de faire attention au sel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de problème de rein qu'on ne doit pas faire attention au sel. Vous verrez qu'en plus, les plats auront plus de goût, ça vous permet de varier au niveau des épices, varier au niveau des herbes, hem, d'apporter des touches différentes parce que des fois, on va faire, par exemple, du poulet à la crème. On va faire du poulet à la crème, si on le fait, avec, de la moutarde, puis, avec une crème à la tomate ou des choses comme ça va être différent oui, et l'idée c'est de voilà, d'essayer de varier un maximum même si c'est la même base, hem et après aussi de contrebalancer sur les différents repas qu'on va avoir. L'équilibre alimentaire, il va se jouer vraiment sur plusieurs repas, donc c'est-à-dire que si vous aviez pris, voilà, un steak, une bavette à l'échalote, par exemple, avec des frites, hem, faut essayer de se dire: «Le soir, faut que j'essaie de contrebalancer ce que je n'ai pas eu». Donc je vais essayer de rechercher, j'ai pas eu de fromage, je vais essayer de le prendre sur ce repas-là. C L'équilibre vraiment se fait sur la journée, sur la semaine, donc il y a pas de mauvais repas, il y a pas non plus de repas parfait. C'est juste une question, voilà, de j'essaye d'apporter tout ce qu'il me faut et tout ce dont j'ai besoin. Après voilà, c'est surtout le sel sur lequel j'insiste le plus en général parce que les protéines, on est quand même dans une société où on est assez éduqué pour avoir des protéines à chaque repas. Donc c'est pas souvent le problème, mais c'est plus le sel où actuellement on consomme, en moyenne à peu près 10 grammes de sel par jour alors que la recommandation est à peu près à 5 grammes. oui.
Donc c'est plus sur ça où il y a plus de difficultés, en fait, et prendre le temps de manger. Prendre le temps de manger est important. Bah, c'est bien que vous disiez de prendre le temps de manger parce que j'avais une toute dernière question. C'est de se dire que vous nous avez donné vraiment pas mal de conseils et une bonne vision par rapport à notre alimentation dans le cadre de notre diabète, mais pas que, hein. Je dis bien que il n'y a pas de régime diabétique, hein. Il y a un régime pour un être humain. En fait, il doit manger aussi normalement. Nous, on a du diabète, bien Oui, évidemment. On va être beaucoup plus regardant sur ces choses-là. Mais Salomé, en 30 secondes, je sais que c'est très difficile, ça va être difficile, mais en 30 secondes, comment on peut maintenir la motivation c'est ça. pour suivre un plan alimentaire qui est sain, vraiment à long terme? Parce que c'est facile de d'essayer de faire attention pour un certain temps là, on est en début d'année, il y a les bonnes résolutions et tout ça, mais comment on fait pour que sur la durée, voilà, on arrive à avoir le moins de complications, mais en tout cas le plus tard possible? S Le premier et je dirais le plus important des conseils, c'est de surtout pas se restreindre Mm. à proprement parler. C'est déjà quelque chose de compliqué, que ce soit avec les médicaments, les examens, les hospitalisations et cetera. Si en plus vous rajoutez une charge mentale avec l'alimentation, Ouais, ça- ça va devenir un peu compliqué. Donc, moi, je pars du principe que ce qui va le mieux marcher d'un point de vue motivationnel, ça va surtout être de, voilà, de varier un maximum, que ce soit par les couleurs, que ce soit de jouer avec vos sens, de voir vraiment l'alimentation comme un jeu et pas comme, et pas comme une, restriction, pas comme un médicament, comme une maladie, de vraiment le voir comme un jeu. Comme ça, en plus, enfin, on vous dit quand même de manger 3 fois par jour, donc si vous prenez plaisir à faire à manger ou à manger, bah, ça fait quand même 3 moments par jour où on est de meilleure humeur, où ouais. de on a moins de charge sur ces 3 moments par jour. 3 ou plus, hein, bien sûr, parce qu'après, chacun est différent. Mais moi, je dis beaucoup de voir vraiment l'alimentation comme un jeu. Vous voyez, par exemple, dernièrement, j'ai même conseillé, bah, sinon essayez même de si vous voulez varier un maximum, vous dites, «Le jeudi, je fais toute ma journée, repas vert». Mm. Ça peut être compliqué, mais ça peut être en même temps un jeu, ça peut être Un ludique, ça challenge. peut changer, ça casse la routine, ça aide à rester motivé parce que ça nous permet de voir les choses autrement aussi, de voir Mm. différents goûts, de franchement, c'est plus de ne pas avoir peur de l'inconnu aussi dans l'alimentation parce que des fois on se met des freins, on se dit: «Oui, mais non, mais ça je crois que j'aime pas, j'ai pas été éduquée avec les épices, donc je sais que les épices je suis pas très fan». On va se mettre des freins naturels qui pourtant, en fait, vont nous faire découvrir des choses où peut-être on va les adorer, peut-être on va les détester, mais au moins on aura Ouais. testé. Et je pense que ce sera plus ça le maître mot, c'est d'essayer de varier, de ne pas avoir peur de l'alimentation et se faire un maximum de plaisir, tout en restant bien sûr raisonnable. J'ai pas envie de me faire taper dessus par les médecins, mais tout en restant raisonnable bien sûr. Il y a vraiment cette notion à garder en tête. Très bien. Salomé, on arrive sur la fin de cette interview. Je vais avoir 15 secondes pour terminer. Et en 15 Oui. secondes, je vais vous remercier de votre temps et de vous demander, Salomé, où est-ce qu'on peut vous retrouver, comment travailler avec vous. Alors moi, je suis disponible sur LinkedIn, au nom Salome Olivera. Je suis disponible également sur Doctolib, donc je sais qu'il y a une, messagerie, donc si jamais, il y a aussi possibilité que ce soit pour les patients ou les professionnels, on peut me contacter. Je suis également disponible sur Instagram. J'ai une, page, avec une collaboratrice qui s'appelle So Dietetics, DITETIC, où on essaye un petit peu de vulgariser un petit peu l'alimentation et rendre, l'alimentation plus accessible et surtout un peu plus fun. Donc ouais, on a ces 3 moyens-là qui sont déjà, les principaux. D'accord, très bien. De toute façon, je remettrai les liens en dessous de cette vidéo. Euh, merci, merci pour, comme on l'avait dit, hein, je pense que c'est vraiment une masterclass que vous avez pris le temps de nous donner, de déconstruire un petit peu certains mythes et de nous aiguiller sur des choses qui sont à tenter. Voilà, qu'on essaye un petit peu de voir ce qui est bon pour nous. Vraiment, merci pour votre temps, Salomé. Euh, et bah, j'espère qu'en tout cas, ça servira à chaque personne qui a pu suivre cet échange. Merci beaucoup, Salomé.
Merci à vous surtout et j'espère, oui, que ce sera très utile pour de nombreuses personnes. Merci.